va dire que Dieu a inventé 3 choses. La première, les salles de ciné. Deuxième, les bars. Et troisième, les coins de table. La troisième, c'est pour les connards qui confondent les deux premières. Parce que cette séance, elle était insupportable du début à la fin. Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une réaction à un show d'un film que, on va dire que j'attendais un petit peu malgré que j'avais quelques inquiétudes. Mais d'abord, je vous replace un peu dans le contexte parce que l'histoire du coin de table, je suppose que certains se demandent c'est quoi en fait. En fait, le coin de table, c'est, vous voyez les tables en verre là, où vous prenez l'apéro en famille ou avec vos amis là. Tu sais, les coins sont plutôt saillants. Eh bien, tu prends le gars à côté, là, tu le prends par la tête, là, le gars qui est à côté de toi, tu le prends par la tête, tu le mets à genoux, tu le prends par la nuque et tu lui tac gentiment le coin de l'œil sur le coin de table. Voilà, tu fais ça, tac, et comme ça après le mec il parle plus. Non, parce que c'était insupportable la séance que j'ai eue. C'était vraiment casse-couille. Ça parlait en bas à gauche, ça parlait sur les côtés, ça parlait derrière moi. Je fais quoi du coup? Je fais quoi? Entouré par des gamins de 15-16 ans. Hein. Ça parle de partout. Hein. Comment je fais? Comment je peux apprécier un film si on parle dans la salle? C'est tout le temps des trucs qui m'énervent, hein. des jeunes qui gueulent et tout ça en disant « Ah, t'es référente, ah, t'as vu, y'a ci, oh, regarde, y'a ça !» Voilà, des trucs ainsi, tu peux pas le dire en silence au lieu de gueuler. Parce qu'on n'est pas chez ta grand-mère là, on est au cinéma. C'était insupportable quoi, d'avoir des gens pareils, c'est insupportable. Genre, je me dis, c'est des gosses qui n'ont pas eu assez de tarte dans leur vie quoi. Non, parce que t'es au ciné, tu respectes comment dire, t'as le respect des autres, tu respectes les autres qui ont envie de voir le film. Si t'aimes pas le film, tu fais autre chose, mais tu fous pas le bordel. Mais t'as l'impression que de nos jours, c'est ça. Hein. C'est genre, j'aime pas le film, je fous le bordel. Mais moi, ça a été le cas. Hein. On fout le bordel, si on aime bien le film, même si on aime bien le film, hein, on fout le bordel quand même. Hein. Et puis des trucs du style, ah, ce soir, tu sais quoi, on va aller se faire un kebab, on va aller manger tacos, on va aller au McDo. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ou alors certains, je vous jure, ils prennent des photos et tout pendant la séance où ils filment pour les mettre sur TikTok et tout ça. Ah, ça me fatigue de voir des trucs ainsi, ça me saoule. Bon bref, on va parler du film parce que je suppose que vous n'avez pas envie de dire que quoi ma séance a été catastrophique. Non, j'ai pas envie de parler de ça. Donc on va parler ici de Five Nights at Freddy's 2, la suite du premier film, sorti en 2025, toujours réalisé par Emma Tammy, dont je vais pas en dire ce que globalement ma relation avec le film là, vous le savez pourquoi je l'ai connu avec les bandes annonces et tout ça. J'avais eu un peu peur, comme je l'avais dit, du film en question parce que déjà je n'avais pas forcément apprécié le premier. Mais je m'étais dit, je vais me laisser tenter parce que je suis quand même un fan de cette licence, donc je vais me laisser porter. Il m'a fallu attendre 2 semaines pour pouvoir le voir parce que, étant donné que les situations que j'ai actuelles dans ma vie privée me freinent un petit peu sur mes passions. Hein. Vous savez quoi, les passions, c'est juste pour me détendre, hein, mais c'est pas la vraie vie. Genre YouTube, c'est pas la vraie vie, c'est juste mon passe-temps où je parle de mes univers préférés, mais c'est tout, voilà quoi. Donc j'ai dû attendre 2 semaines ici, donc puis au moment où je tourne cette vidéo là, c'est le lendemain de la séance. Je suis allé le voir hier soir. Et on va dire que il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Bon bref, on va parler vite fait d'abord. Le scénario. Qu'est-ce que ça raconte? Les événements se déroulent quelques mois après ce qui s'est passé dans le premier. Chacun essaie d'avancer à sa façon. Tu as Mike et Abby qui essaient d'avancer un peu plus en s'éloignant des événements qu'il y a eu avec la pizzeria Freddy. Mais malheureusement, Abby s'ennuie car ses amis animatroniques lui manquent. Donc, elle souhaite reprendre contact avec eux et repasser du temps avec. Et d'un autre côté, tu as Vanessa qui essaie de combattre, on va dire, son passé, puisqu'elle est obsédée encore par, même torturée par la vision cauchemardesque de son père. Donc elle essaie d'aller de l'avant, mais pour elle c'est assez compliqué. Et ce qui se passe, c'est que Abby va recevoir un message des anciens animatroniques. Donc du coup, elle va aller dans la toute première pizzeria qu'on a eue, donc celle où il y a les Toys et les Winterhead.
Et à ce moment-là, bah, c'est là où le film va partir totalement en couille. Voilà, le scénario, c'est ça. Si vous avez eu du mal à comprendre, c'est tout à fait normal. Vous allez le comprendre par la suite. Quoi, ce film a été un petit bordel à comprendre. Alors, il y a des choses à dire, franchement. Sur FNAF 2, le film, il y a des choses à dire. Alors, je vais commencer par quoi? Bon, je vais aller petit à petit. Pour que vous essayiez de bien comprendre que mon avis va être un petit peu spécial comparé à ce qu'on peut voir d'internet. Alors, tout d'abord, le film s'ouvre sur le thème classique de Freddy, c'est-à-dire le fameux thème que Freddy lance dans le premier jeu. Les petites notes tranquillou là. C'était intéressant, le film s'ouvre là-dessus, ça m'a fait un petit bond, j'étais ravi de l'entendre. De toute façon, il y aura des sons ici que je vais vous mettre en montage. J'étais content d'entendre le son de le thème classique de FNAF. Bon, il n'y a pas de main theme, mais au moins, quand tu entends le nom FNAF, tu penses à ce thème-là de Freddy, qui est culte, c'est cultissime ce thème. Ça m'a fait plaisir. Le film s'ouvre là-dessus, j'étais content. Ah, mon cœur de fan a commencé à abattre, hein. Je vous raconte même pas. Et puis on a aussi eu un autre son qui est arrivé pile au moment où l'image apparaît, c'est qu'on entend les cris d'enfants. Tu sais que quand tu termines une nuit là, quand tu termines une nuit, genre par exemple tu fais la première nuit et hop ça passe à 6 heures, t'as un petit bruit d'enfant qui s'exclame de manière joyeuse. Tu as ça qui s'ouvre pile au moment où la première image du film arrive. Bah pourquoi pas, sympa, pourquoi pas, c'était cool. Moi j'étais satisfait de ça. Ça m'a fait plaisir, franchement. Le film démarre sur ça, j'ai trouvé ça marrant. Mais bon, ça c'était que les premières secondes du film. Alors ensuite, là on est dans le passé. On est dans la pizzeria en question où il y a les toys. Et là on voit pour la première fois Charlotte Emily. Donc qui est la fille de Henry Emily, pour ceux qui connaissent l'univers. Et comment elle est habillée, on voit qu'elle a les couleurs de Puppet. Pour bien te faire comprendre que c'est elle qui va devenir Puppet, voilà. Mais bon, c'est sympa, au moins on voit Charlotte, ce qui n'avait pas eu une mention, elle n'a pas eu du tout une mention dans le premier film. Mais là, le fait que là on se concentre un peu sur elle, je suis content. Parce qu'on voit là, ils essaient de développer un peu plus la licence. C'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est que ça a mis du temps à se lancer. Dans le premier, il n'y avait pas grand chose. On survolait carrément la licence. Là, ça va un petit peu. Il y a un peu plus de choses, donc ça me plaît, notamment Charlotte. On a aussi une petite séquence, vite fait, où tu vois Spring Bonnie kidnapper un enfant. Alors c'est sympa. Par contre, le petit point négatif que je peux reprocher, c'est que c'est la seule séquence où tu vas le voir kidnapper un enfant et le buter. Bon, il le bute pas à l'écran, ça malheureusement c'est encore un point négatif que je vais relever tout à l'heure. Mais c'est le seul moment où il kidnappe un enfant, genre il n'y a pas tout de flashback où on voit William Afton kidnapper des gosses. Genre, il aurait pu massacrer genre des gosses, par exemple, comme on voyait dans un des flashbacks du deuxième jeu. À un moment donné, il est en voiture, dans une voiture mauve. Et c'est à ce moment-là où il va tuer Charlotte Emily, qui est enfermée dehors. Enfin, qui est dehors. Et bien là, j'aurais aimé que dans le film, on refait la même chose, mais avec un autre gamin. Bon, ça aurait cassé un petit peu, mais au moins, t'aurais eu une petite ref. Mais bon, bref, au moins, on voit quand même Spring Bonnie, donc c'est bien, donc en mode propre. Tu sais, pas en mode abîmé, comme ça avait été le cas dans le premier film. Non, là, on voit une petite séquence où il a tué un enfant. Et t'as même une séquence où tu as Charlotte qui va essayer de le porter pour le montrer qu'au quoi il se passe quelque chose. Et hop, il arrive derrière, et il arrive comme ça. Bon, la scène fait penser à Scream, mais allez, on va pas tirer sur l'ambulance, hein. Je vais pas être cruel. Et ce qui se passe après, c'est que Charlotte meurt. Elle tombe dans la trappe qu'il y a sur scène. Donc il y avait une petite scène là où il y a une trappe au milieu. La trappe s'ouvre, le corps tombe. Et pile au moment où c'est Puppet qui se trouve en dessous. Pile au moment où Puppet arrive, tu as un plan où tu as le corps de Charlotte dans les bras de Puppet. Et je dois dire que le plan était incroyable. Ça, c'était intéressant comme plan. Ça, c'est génial, quoi.
Je me demande si c'est pas repris de certaines personnes qui avaient fait des fan arts comme ça. C'est pour bien distinguer que quoi, c'est cet enfant-là qui possède l'animatronique en question. Mais le plan où Puppet tient le corps de Charlotte morte, incroyable. Le plan est joli, c'est très joli. Après, tu as un plan de loin où tu vois tous les parents qui regardent. Joli. Vraiment, il y a de l'idée. Hein. Il y a de l'idée, c'est... Au début, à ce moment-là, j'étais content parce que je m'étais dit, Emma Tammy, elle a pu donner quelque chose de nouveau. Ce qui n'avait pas été le cas dans le premier. Elle a apporté une petite touche intéressante, mais très peu. C'est ça le point négatif, c'est très peu parce que, je vais vous faire une petite confidence, c'est que tout le long de ce film-là, les points négatifs que tu as dans le 1, c'est repris dans le 2, malheureusement. Alors, le design de la pizzeria, donc la nouvelle pizzeria, enfin l'ancienne, mais là c'est la nouvelle pour nous, puisqu'on découvre une nouvelle pizzeria qui n'est pas la pizzeria du premier. Je l'ai trouvé très intéressante, j'avais beaucoup aimé le décor et tout. C'est plus attractif. Tu sais, t'as une petite rivière là avec des petites barques. T'as un espèce de mini calèche avec l'effigie des animatroniques. Tu as 2 scènes, une sur Puppet et une sur les versions Toy. Intéressant, franchement, très intéressant. Le décor et tout, c'est super joli. J'ai vraiment l'impression de retrouver la vraie pizzeria digne du jeu. Mais c'est super beau. Il manquait juste un petit peu plus de lumière parce qu'il y a une séquence où on voit en soirée, mais où il y a des lumières assez vives. Mais là, quand c'est dans l'obscurité, on voit très peu de lumière. J'aurais voulu qu'il y en ait genre une ou deux par-ci par-là, et c'est tout. Mais sinon, le design, enfin le décor de la nouvelle pizzeria, bravo, j'ai rien à dire, c'est joli. Et aussi, c'est qu'on revoit l'ancienne, c'est-à-dire celle du premier film, qui est totalement à l'abandon, elle est totalement détruite à cause de ce qui s'est passé dans le premier film. Mais c'était intéressant, franchement, voir les ruines et tout ça pour bien faire le rapprochement et tout, c'est sympa. Par contre, le petit truc que je dois reprocher, c'est il y a une pizzeria détruite, enfin il y en a 2 qui sont à l'abandon maintenant, et ça choque personne. Que comme par hasard, tu as 2 pizzerias qui ont le même nom et qui sont à l'abandon. Je sais pas, hein, c'est un petit truc pour chercher la petite bête, hein, mais voilà quoi. La musique complètement absente, je suis désolé, la bande son, il n'y a rien. On reprend les thèmes du premier film et on les remixe, notamment le main thème là, du premier. La bande son est toujours composée par les mêmes, c'est-à-dire les frères Newton. Bah c'est pas top, je suis désolé, c'est rien, il n'y a rien, tu retiens rien du film, à part le main thème qui... C'est une boucle, en fait c'est une boucle. C'est comme le thème de The Batman de Matt Reeves, c'est pareil, c'est une boucle qui revient tout le temps. Elle est posée un peu partout, bah là sur FNAF 2 c'est pareil. Le main thème du film revient partout. Quand les animatroniques se pointent, hop, on met le main theme. Quand ils butent quelqu'un, hop, le main theme. Tu vois, il n'y a pas de bande son, c'est pas recherché au niveau de la musique, c'est décevant. Pourtant j'avais bien aimé le main theme du premier, hein, mais juste du premier. Pour le 2, normalement, tu dois trouver quelque chose d'autre, tu dois trouver un nouveau thème. Je sais pas moi, quelque chose de plus enfantin, plus glauque. Le celui du premier, ça va encore, parce que ça montre le côté... le thème du premier film représente plus le côté... âme qui hante les animatroniques. Dans le 2, on aurait pu s'attarder sur les côtés enfants. Je sais pas, hein, moi c'est ma version en effet, hein, moi je l'avais vu comme ça. Mais c'est juste que la bande son, je suis désolé, il y a rien, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien, je suis déçu quoi. Alors les jeunes qui font les missions paranormales là. T'as la séquence, donc c'est ce qu'on voit dans le trailer, ils vont s'introduire dans la pizzeria en question. Et alors là, j'ai levé plusieurs fois les yeux au ciel tellement qu'on est sur... La séquence, c'est cliché sur cliché. Hein. Je m'explique. Ils arrivent dans la pizzeria. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent. Tu sais, ils ont bien repris encore en compte le sketch de Bigard. Tu sais, on va faire 3 groupes de 1. Tu sais, ça m'énerve ce genre de cliché ainsi de nos jours. Ça m'énerve. Ça m'énerve tellement que je ne veux plus voir ça. T'as un groupe et ils décident de se séparer. C'est n'importe quoi, franchement. Le genre de cliché tellement bas de gamme, tellement passé de mode, qu'on a plus envie de voir ça. Ça me saoule tellement. Et puis ça déconne, hein. Ah ah, c'est marrant, hein. Ah, le coup de... Ah, c'est une pizzeria abandonnée. Oh, il n'y aura pas de fantômes. Je suis sûr qu'il y a des gamins qui sont dans le coin juste pour nous foutre la trouille. Ah ah ah, c'est marrant. Bande de trous du cul, oh.
Et puis aussi, c'est dans cette séquence-là où on va rencontrer un nouveau personnage, quelqu'un qu'on n'a pas vu du premier film, mais un personnage très connu de la saga FNAF, de la licence, c'est-à-dire Michael Afton. Donc ceux qui pensaient que Mike Schmidt c'est en réalité Afton mais qu'il avait changé de nom, eh ben non, là le film c'est dégage, on va vraiment sortir le vrai Michael Afton. Et pas trop mal, en plus l'acteur s'en sort très bien, même si il fait un peu trop du... comment je vais appeler ça? Il fait un peu du Jack Nicholson, voilà, je vais pas vous mentir. Il fait un peu du Jack Nicholson. Mais en soi, ça va. L'acteur se débrouille plutôt bien. Donc je suis totalement d'accord. Et puis cette séquence-là où chacun va se faire buter dans leur coin. T'en as une, elle va se faire buter par Puppet. L'autre, c'est par Mangle. Et il y en a un, c'est des mini-figurines de Puppet dans le lac. Enfin, dans l'espèce de bassin. Voilà. Mais hors champ, hein. On les voit et tout. Tu vois juste 2-3 sangs. 2-3 taches de sang. Mais c'est tout, hein. Rien d'autre. Donc c'est ce que je reproche dans tout le film. C'est les meurtres hors champ. Voire ils y sont, mais c'est trop gentil. Comme le prof de Abby, là. T'as Chica qui veut lui serrer la tête à la façon invincible. Mais c'est tout. On entend le crack et c'est tout. Pas de sang ni rien. Donc pour moi, les meurtres sont encore hors champ ou voire trop gentils. Ou timides, voilà, ça peut être les deux. Et aussi un truc assez what the fuck, c'est qu'à un moment tu as, donc la meuf c'est Lisa, elle se fait buter par Puppet. Tu as Michael qui descend pour voir ce qui se passe en dessous dans la boîte de Puppet. On voit le corps de Lisa. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, Puppet a décidé de posséder Lisa et tu la vois maquillée comme Puppet. Je m'étais dit quoi? Depuis quand Puppet peut prendre peut prendre possession de n'importe qui en fait? Je comprends pas là. Dans le jeu, normalement, dans l'univers des jeux en question, c'est Charlotte qui prend possession de Puppet et Puppet ne prend possession de personne d'autre. Donc je ne comprends pas. Je comprends pas, c'est assez what the fuck pour le coup. Mais par contre, de toutes les menaces qu'il y a dans le film, Puppet, c'est le haut du panier. Hein. Ah là, j'ai adoré. Hein. Parce que ce que je reproche, c'est les animatroniques se déplacent très lentement. Alors que Puppet, lui, quand elle possède quelqu'un, c'est à la manière d'un serpent. Et ça, génial. Génial. Puppet m'a foutu les jetons par moment. Malgré que c'est trop gentil. Je suis obligé de le dire, c'est trop gentil. Alors, parlons maintenant des 3 personnages principaux. Alors d'abord, Vanessa. Je suis content qu'ici, elle a un peu plus de développement. Là, c'est pas juste un archétype comme ça a été le cas dans le premier film. Là, elle a un peu plus de développement. C'est un petit peu mieux, je suis content. On voit qu'elle essaie d'aller de l'avant, mais on voit qu'au quoi, elle est encore traumatisée par les visions de son père, tellement que son père est là, tellement il l'a terrorisée, elle avait peur de lui. Et j'avais bien aimé que là, elle essaie d'aller de l'avant. On voit une espèce de relation aussi avec Mike, que moi, personnellement, j'y crois pas du tout, parce que les deux sont pas compatibles à mes yeux. Mais j'ai bien aimé le fait que là, elle essaie d'évoluer. Elle essaie d'aller de l'avant, même si c'est pas facile pour elle. Et puis la séquence où elle va repenser, à un moment, elle va faire une espèce de séance de... Je sais pas moi, de psychanalyse, je sais pas quoi. Elle se pose dans son lit et après, elle repense au passé pour essayer d'effacer son père de sa tête. La séquence est pas trop mal, où elle est d'abord elle-même, puis après gamine. Et après, elle redevient flic et elle se met à tirer sur son père. La séquence est pas trop mal, même si c'est du vu, revu, comme d'habitude. C'est un peu décevant pour moi. Mais en soi, on va dire que c'est sympa, mais bon. On a déjà vu ça dans maintes et maintes films d'horreur, même séries, qui sait. Bon, bref, voilà quoi. Alors, Mike. Mike, je suis désolé, il n'a pas changé. Hein. Il n'a pas changé. Hein. Toujours les 2 expressions faciales qu'on a dans le premier film. Et c'est pas pour dire que Josh Hutcherson est un mauvais acteur. Non, c'est juste que par moment, t'as l'impression qu'il se fait chier en fait. Il sait pas comment incarner son personnage. J'ai envie de dire, apporte de l'émotion, je sais pas, mettez-leur de l'émotion à cet acteur. Dites à Josh Hutcherson d'être plus expressif dans l'expression de ses visages, dans les mimiques, je sais pas, mais qu'il soit plus réaliste. Là, t'as l'impression que c'est un PNJ, tu sais, complètement random et tout, en mode rien à foutre.
J'étais déçu de ça déjà dans le premier film. Je pensais que dans le 2, il y allait avoir un petit peu de changement, étant donné étant donné que c'est une évolution, je vais y arriver. Étant donné qu'on part sur une évolution de chacun des personnages parce ils ont assisté à un événement qui les a probablement traumatisés, bah là, Mike n'a pas changé. Hein. Il parle très peu de Garrett aussi, il parle très peu de son petit frère. D'ailleurs, le petit frère, c'est balayé. C'est balayé. On entend quasi presque plus parler. On entend quasi presque plus parler, donc les membres de sa famille, on dit quasi presque plus rien. Et aussi, c'est que j'ai appris dans le film, et ça m'a étonné, qu'on dit qu'au quoi, la tante a été internée. Alors pourquoi dans le premier film, on me disait que Golden Freddy l'avait buté, ou elle dit, elle fait juste un petit sommeil. C'est que pour moi, il l'a buté, hein. Genre, tu vas pas mettre un cadavre interné, tu vas pas interner un cadavre à l'asile. C'est complètement con. Ou alors on va trouver une excuse de « Ah mais si en fait il l'a juste assommé, il l'a pas tué, tout ça. » Ceux qui disent ce genre d'excuse, je crois pas. Hein. Pour dire « Ah non, on l'a pas tué, en fait on l'a juste assommé. » Voilà. Alors maintenant, Abby. Alors c'est pas trop mal, elle essaie d'aller un petit peu de l'avant. On voit qu'au quoi ses amis animatroniques lui manquent, donc il y a un petit peu d'évolution. Mais elle apporte pas grand chose à mes yeux, je trouve. Elle apporte pas grand chose. Déjà, c'est elle qui commet un peu le bazar, on va dire, avec Vanessa. Par exemple, à un moment, tu as une séquence, tu sais pas pourquoi, elle est dans le bus scolaire et elle parle avec ses camarades de ce qui s'est passé à la fin du premier film. Et à ce moment-là, tu as tous les gosses qui la traitent de taré. J'aurais dit, mais t'es complètement taré, toi. Toi, faut te faire soigner. Et 2 secondes après, tu viens manger avec nous ce midi? Je sais pas ce qui se passe dans leur tête hein, aux gosses, mais ça ne les choque pas qu'au quoi il y en a une qui dit qu'elle est tarée, et 2 secondes après, c'est tu viens manger avec nous ce midi? Ça va loin, hein. Ça va loin. Alors le prof d'Abby, le prof pas de technicien, c'est bon, de technologie, on va dire ça comme ça. Ah ben alors lui, ce mec-là, c'est un stéréotype sur pattes. Le genre de cliché de prof colérique qui déteste ses élèves. Hein. Le cliché par excellence. À un moment donné, dans une classe, il parle à Abby, il l'engueule et tout ça, et il dit « Ah ben ça nous dérange pas si tu ne viens pas, on voudrait pas que tu pourrisses la réputation de notre lycée, hein !» Trop du cul de prof, à la rabaisser et tout ça. Mais le pire, c'est au concours de sciences, quand tu as Abby qui arrive avec sa petite figurine de Chica, qui était bien faite en plus, j'ai trouvé ça joli, le mec fait exprès de la prendre, et de la faire tomber sans faire exprès, tu sais, il la prend et oh non, pardon, je suis désolé, je voulais pas. Et puis c'est pas grave, hein, comme ça tu pourras pas rabaisser l'image de notre lycée. Beau trou du cul ce prof-là. Je m'étais dit, mais c'est quoi son problème à lui? C'est quoi son problème? Ah par contre avec les autres il est gentil, il est mais quand c'est Abby c'est très belle imitation de ma part. Mais par contre je suis content que Chica l'ait buté. Là je suis bien content. Là pour le coup je dis merci Chica. Merci Chica, tu nous as bien aidé là. Prof, franchement, ce genre de prof ainsi, oh putain, j'avais envie de lui coller une baffe. Putain, quand il a fait tomber le projet, que j'ai vu Abby presque en pleurs et partir en courant, elle m'a fait de la peine là. Parce que je m'étais dit, tout un prof peut faire ça à un élève. Oh mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Et je sais ce que c'est, hein, j'ai déjà vécu ça en secondaire. Une prof qui me rabaissait, elle encourageait tout le monde, mais moi on me rabaissait. Hein, alors que je faisais de mon possible. Les autres, eux, ils foutaient rien. La prof disait rien. Moi, je travaillais et la prof me rabaissait et elle me dit que je fais du travail bâclé. Cherchez pas, hein. J'ai clairement eu ce genre de choses quand je faisais mes études secondaires. Hein. Alors, un nouveau personnage aussi qui arrive, enfin qui a fait son apparition là, et je suis bien content. Parce que j'aurais bien aimé le voir dans le premier film. Mais bon, on va dire pourquoi pas. C'est Henry Emily. Là, je suis content de voir Henry Emily. Parce que c'est un personnage que j'ai toujours trouvé intéressant dans la licence FNAF. Et en plus, joué par l'acteur qui a joué Billy Loomis dans Scream. Parce que lui et Matthew Lillard sont très potes, ils sont super amis. Et franchement, l'idée de cast pour les deux en Henry Emily et William Afton, du pur génie. C'est du pur génie. Donc on voit Mike qui va rendre visite à Henry Emily parce qu'il parlait de ce qui s'est passé avec Charlotte. Alors ça fait plaisir de le voir Henry Emily, même si pour moi c'est un point négatif parce qu'il n'apporte rien en fait.
Il apparaît une séquence et c'est tout. Je suis assez déçu. C'est dommage, c'est dommage. Il y avait de l'idée, mais c'est dommage. Sur le papier, il y avait quelque chose, ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant. Genre le voir arriver à la fin pour sauver un peu la situation. Au final, non. Par exemple, aussi, j'aurais voulu avoir une photo où tu vois lui et William dans leur tenue de Fredbear et Spring Bonnie. Tu vois, quitte à aller dans la référence, autant aller à fond. Mais on n'a pas ça, c'est dommage. Pourtant, Henry et Emily, j'ai beaucoup aimé le cast. Hein. Le personnage aurait été intéressant. Mais ils en ont pas fait grand chose. Une séquence, basta. Bon bah voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, on va parler du gros point positif. C'est les animatroniques. Alors, on va d'abord parler des versions Toy. Mais les Toy, rien à dire. La claque monumentale quand je les ai vus. Quand j'ai vu Chica la première fois, je m'étais dit waouh. Quand il y a un long couloir qu'on voyait Freddy et Bonnie, oh là là, j'étais content. J'étais content de les voir. Et même Mangle était extrêmement bien foutu. Même Puppet était bien foutu. Malgré que Puppet, on voit pas beaucoup l'animatronique en question. Enfin, la porta en question. On voit juste une personne maquillée, mais c'est tout. Hein. On voit pas la vraie marionnette. Et ça, c'est une déception pour ma part. Mais les toys, franchement, le design de Puppet et des autres animatroniques, incroyable. Mais là où j'ai sursauté, c'est qu'à un moment, tu as Mike qui essaie d'introduire dans le bâtiment en question. Il passe par le sous-sol, il active une lampe et il tombe nez à nez avec les Winterhead. Comment j'ai bondi de mon siège quand je les ai vus. Ah, j'étais content. J'étais content. Je m'étais dit, là, leur design, perfect. C'est un perfect. Franchement, un perfect. Magnifico. Non, bellissimo. C'est génial, franchement. Les Toys et les Winterhead. De toute façon, je sens que dans tous les films FNAF, quand ils vont faire des films FNAF pour le futur, tu sais très bien que les animatroniques, ce sera toujours un point positif. Parce qu'ils vont tout faire pour que ce soit propre et correct. Et puis aussi, c'est que, je sais pas si certains l'ont vu, mais il y a beaucoup de fans qui l'ont vu, même moi. À un moment, tu as Michael qui est dans le bureau. Et à un moment donné, quand il est sur le point de prendre sa lampe pour l'allumer, tu regardes bien à gauche, tu vois Shadow Bonnie. Putain, quand t'es fan, il faut avoir l'œil partout. Hein. Il faut avoir l'œil partout, mais alors là, quand j'avais vu Shadow Bonnie, je m'étais fait wow. J'avais eu un petit sursaut, mais après j'ai cogité, je m'étais dit ah non, c'est Shadow Bonnie. J'étais content, j'étais extrêmement content de voir qu'au quoi il y a des personnages qui sont là, et je pense que c'est peut-être le seul gros point positif que je peux relever du film. Des deux, parce que le premier aussi, les designs animatroniques m'ont fait extrêmement plaisir. Et aussi, c'est que on a le bureau identique au jeu. Et oui, les petits gars, avec la grande porte là, les conduits d'aération sur le côté, le bureau, on a le masque Freddy pour éviter de se faire choper par les animatroniques. Tout est là, mais c'est incroyable. Et là, tout fan de FNAF aurait dit que là, c'est la meilleure partie du film. Sauf que, attendez, je vais regarder juste. Ouais, il y a juste un truc que je peux parler sur cette séquence-là, c'est que il y a une séquence dans le film où on essaie de nous faire une référence au gameplay du jeu. C'est-à-dire que tu vois Mike assis sur sa chaise, tu vois les animatroniques qui arrivent vers lui. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment donné, il va carrément mettre le masque. Et le coup de génie, c'est qu'on est dans les yeux des animatroniques qui approchent. Et tu vois qu'il scanne et hop, il te dit que quoi c'est un animatronique. Et putain, ça c'est une idée de géniale. Et ça permet de comprendre un peu pourquoi est-ce que dans le jeu, on ne peut pas voir ça. Est-ce qu'ils nous a reconnus ou pas? J'étais content. Avec Freddy, Bonnie et Chica, ils sont tous passés par là pour le faire. Et le coup de génie, je dis ça, mais c'est parce que ils ont fait pareil avec Foxy. Et là, on voit rouge et il sait que c'est pas un animatronique. Pour te dire clair et net que parmi les quatre, Foxy, c'est le plus intelligent. Toute la séquence est géniale, mais c'est pas terrible parce qu'il n'y a pas de tension. La séquence dure quoi, 30 secondes grand max. Et quand Mike est sur le PC en train de voir la localisation des autres animatroniques, t'as les Winterhead qui avancent vers lui comme ça, droit, mais ils n'attaquent pas. C'est dommage. Ils attaquent pas. Ils attendent qu'il soit vraiment à 1 mm de lui
Mais avec le bureau, non, il le chope pas. Hein. Alors que dans le jeu, il te chope direct. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Malgré que la séquence pour faire référence au gameplay du jeu, ok, je peux bien. Mais ça n'a pas été loin. Et ça va être un point négatif que je vais relever. C'est là dont je suis extrêmement sévère. Bon, bref, toute la séquence là est sympa. Même si très peu, pas de tension et ça dure que 30 secondes. La petite séquence aussi, quand tu as Freddy, Toy Freddy, je veux dire, qui se balade dans un parc d'attractions. La séquence est cool. T'as des gens qui viennent te dire « Ouah, mec, ton costume est stylé et tout ça. » C'était sympa. Voilà, la séquence était marrante. J'ai bien aimé. C'était sympa, c'était rigolo. Voilà, c'était rigolo. C'est ce qu'on avait vu dans la bande-annonce, la toute première. C'était rigolo. Bon, alors là, je vais revenir sur ce que j'avais dit dans le premier film, et c'est le cas. C'est que pour moi, les jumpscares sont très prévisibles là. Et on le voit. On les voit arriver à 15 km, et même quand ils se pointent, bah ça fait pas peur. Je suis désolé, ça fait pas peur. Même avec un son fort, je suis désolé, ça m'a pas fait peur. Ça m'a pas fait peur, je suis désolé, j'ai vu pire en termes de jumpscare. Regarde le film The Grave Encounters. Là, les jumpscares, c'est effrayant. Déjà parce que t'as pas un son à fond, c'est juste une image qui te choque. Et c'est clairement le genre de truc qui m'énerve dans le cinéma hollywoodien, notamment dans le cinéma d'horreur. C'est les jumpscares, mais à fond sonore. Tu mets un gros son juste pour faire effrayer le spectateur, moi ça m'énerve. T'avais pas de jumpscare ainsi dans les films des années 80. C'est une mode qui a été rajoutée comme ça. Mais de base, les jumpscares, le truc qui te fait peur, c'est une image. Une image qui arrive pile comme ça, et ça te marque dans ta tête, t'es traumatisé. Genre on te montre ça à un gosse, il va être traumatisé. C'est ça un jumpscare, c'est-à-dire une image qui va te rester gravée dans la mémoire et dont tu ne pourras plus t'en passer. Est-ce qu'on a eu ça dans FNAF 2 et dans le premier film? Je ne pense pas. On n'a pas de jumpscare avec les bruits comme on avait vu dans le jeu. Dans le premier, ils ont essayé avec Foxy qui court là, avec le même bruit. Mais dans le 2, je retrouve pas ça. Hein. Je retrouve pas du tout ce type de jumpscare, c'est décevant. Et là, je reviens sur la question que je m'étais dit à la fin du film. C'est... Où est le côté survival des jeux? Tu sais, où t'es dans la pièce, t'es enfermé dans la pizzeria, t'es dans la salle de sécurité. Et ton but, c'est de survivre aux animatroniques qui vont t'attaquer de minuit jusqu'à 6 h du matin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? Dans le premier, ils ont essayé, hein, mais ça a été tellement mal branlé que ça respectait même pas déjà le jeu de base parce qu'ils n'utilisent même pas les caméras. Là, la séquence, comme j'ai dit, elle a duré que 30 secondes. 30 secondes sur un film de 1 h 40. C'est quand même triste, quand même. J'aurais voulu, par exemple, que le film se déroule comme ça. Parce que je rappelle que le film est toujours produit par Blumhouse. Blumhouse, c'est les producteurs de Paranormal Activity. Donc, je répète ce que j'avais dit. Vous avez les moyens de nous rendre comment dire, une adaptation d'un jeu vidéo propre et iconique. Et dans le respect. C'est pas compliqué. Tu nous mets un mini-scénario, même si c'est un mini-scénario, et même si on voit très peu les animatroniques, au moins tu respectes le jeu. Moi j'aurais fait ça comme ça, où t'es dans la pizzeria, et par exemple tu vois le mec qui sort et tout, et qu'après il rentre, tu vois dans la pizzeria, tu vois que plus il avance, plus ça avance, et plus les animatroniques deviennent de plus en plus agressifs. J'aurais voulu voir ça, et c'est pas du tout le cas. Et dans le film aussi, ce que je veux reprocher, c'est... le titre s'appelle Five Nights at Freddy's. Five Nights, 5 nuits. Dans le film, j'ai pas ressenti les nuits. J'ai pas senti qu'il y avait 5 nuits de passées. J'en ai compté qu'il y avait 2-3 nuits, c'est tout. Et ça choque personne. Hein. Ça choque personne. Normalement, quand tu fais une adaptation de jeu, je vais me répéter, quand tu fais une adaptation de jeu, tu dois le respecter au pied de la lettre. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la réalisatrice n'a pas, n'a pas corrigé les erreurs qui n'allaient pas dans le premier film. Donc ce qui fait qu'au quoi j'étais en partie un petit peu déçu parce que la meuf, elle n'a rien appris. Elle n'a pas corrigé, elle n'a pas appris de ses erreurs, de ce que les fans ont pu reprocher en termes de critique. Et non, ça choque personne. Ça choque personne. De toute façon, je vais en dire un peu plus dans la conclusion parce qu'il y a un truc qui m'a énervé chez les fans que je vois un peu partout sur les réseaux. Bon bref, le côté survival est pas là, tout comme dans le premier, était à moitié exploité mais on n'en fait quasi rien. Et on n'a même pas non plus une vue sur les caméras, je me répète, hein, on n'a pas une vue sur les caméras, par exemple, Mike qui est dans la salle de sécurité, il voit les caméras, il voit les animatroniques avancer, voir un grésillement, hop, ils disparaissent, ils arrivent dans la pièce qui se trouve juste en face de lui.
il y avait moyen. Il y avait clairement moyen de rendre un film en hommage propre et correct du jeu vidéo. Voilà. Il y avait un potentiel, sur le papier, il y avait un potentiel. Mais ils en font rien, je suis désolé. Et puis c'est un autre truc qu'ils étaient obligés de le refaire, c'est Cory Kenshi avec son taxi. Ils étaient obligés de le refaire. Parce que c'était le petit gag que les gens ont aimé dans le premier. Alors on s'est dit, ah tiens, on va le remettre. Pour moi, c'est une mauvaise chose. Tu fais le gag une fois, tu ne le fais pas 10 fois. Ça devient chiant, à force. Ça devient chiant. C'est comme si quelqu'un qui te raconte 10 fois la même blague. Une fois, ok, c'est drôle. Mais au bout de 2-3 fois, je dis, c'est bon, on a compris. Voilà. Ensuite, j'avais des questions qui me taquinaient un petit peu. Enfin, une qui me taquinait, c'est pourquoi est-ce que la boîte de Puppet se trouve sous la scène? Parce que si tu regardes bien dans le jeu, notamment, la boîte de Puppet se trouve près d'un comptoir à récompense. Et là, elle est sous la scène. Je pige pas. Je comprends pas. Pourquoi la scène? Pourquoi la scène? De base, dans le jeu, Puppet, c'était une mini-attraction en même temps que les animatroniques. Là, ils ont fait en sorte à ce que là, la Puppet devienne une nouvelle attraction principale. Et d'ailleurs, je comprends pas parce qu'au début, il y a la Puppet, mais on voit pas les animatronic toys. Je sais pas si c'est tout à fait normal. Voilà. Je sais pas, c'est une question que je m'étais posée, hein, parce que les animatronic toys, c'est quand même eux les stars du show, mais on les voit pas. Et puis aussi, c'est que tu as Vanessa qui dit qu'il y avait un moyen pour que les animatroniques puissent sortir du restaurant. Voilà, la meuf a encore des secrets qu'elle n'a jamais dit à Mike. Hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que elle se fait choper par Charlotte, alias Puppet. Abby est dans le resto parce qu'elle est guidée par Chica. Et c'est là où elle tape le code. Et hop, voilà, la catastrophe arrive. Tu savais pas le dire avant qu'il y avait un système où les animatroniques pouvaient sortir du restaurant? Non, je savais pas, je savais pas du tout. Pareil, le concours de sciences. Plusieurs choses qui vont pas dans cette séquence-là. Abby décide d'emmener Toy Chica au concours de sciences. Alors déjà, comment Chica a pu passer inaperçue auprès des camarades d'Abby à l'école? Comment elle a pu passer inaperçue? C'est assez bizarre. Et puis surtout, c'est que quand Abby le présente à son exposé, déjà le prof dit quoi, c'est un mec dans un costume, donc le gars n'a encore rien compris, il est juste jaloux. Et de deux, c'est comment ça se fait que de tous les enfants qu'il y a, il n'y en a aucun qui a reconnu que c'était la vraie Chica. Parce que je rappelle que les camarades de Abby connaissent l'histoire de Freddy Fazbear, des pizzerias qu'il y a eu, savent encore les designs des animatroniques en question. Et t'en as pas un seul qui s'est dit, bah tiens, on dirait vraiment la vraie. Il n'y en a pas un seul qui a pas cogité quoi ça pouvait être la vraie Chica du vrai restaurant. Non. Pourtant, les gens devraient savoir. En plus, tout le long du film, tu vois des gens habillés comme les animatroniques. T'as des gens en Foxy, d'autres en Bonnie, d'autres en Chica, d'autres en Freddy. Et tu vas pas me faire croire que quoi, les animatroniques qui passent, il n'y en a pas un qui a reconnu en disant putain, on dirait le vrai quoi. Eh ben non. Eh ben non. Les gens sont cons. Les gens sont cons. Il n'y en a pas un seul qui a pas reconnu les animatroniques. Mais surtout au concours de sciences, là. Des gamins en parlent, mais il n'y en a pas un qui s'est dit tiens, c'est la vraie. Voilà. En plus, Chica, elle parle. Hein. Elle parle avec la même voix et tout. Donc, tu vas me dire qu'il n'y a personne qui l'a reconnue. Bizarre. Alors là, c'est une incohérence pour ma part, ce que j'ai noté. Charlotte sait quoi William Afton est le responsable de sa mort. Elle sait que c'est Spring Bonnie le responsable, donc le Purple Guy. Mais malgré ça, au lieu de le traquer, la meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se venger de tous les parents. Je pense que vous n'avez pas du tout compris le personnage dans les jeux. Parce que dans les jeux, Puppet essaie aussi d'arrêter Afton. La preuve dans le 3. Dans le 3. Puppet est dans le Fazbear Fright et elle aide Michael à essayer d'arrêter Springtrap, qui est devenu William Afton par le passé.
D'abord, ça veut dire que Puppet, normalement, veut arrêter William. Là, à ce moment-là, bah, je comprends pas. Pourquoi elle veut se venger des parents? Peut-être parce qu'ils ne l'ont pas cru au départ. C'est peut-être ça. Mais je vois pas l'intérêt. Je vois clairement pas l'intérêt de s'attaquer à des familles. Et puis aussi, c'est que tu as les autres animatroniques, vu qu'on apprend dans le film que c'est elle qui contrôle les animatronic toys. What the fuck? Dans les jeux, c'est pas comme ça, hein. Dans le jeu FNAF 2, on me dit qu'au quoi c'est des enfants qui possèdent encore ces animatroniques. Mais ils sont pas contrôlés à distance par Puppet, ça n'a aucun sens. Donc du coup, elle les envoie attaquer des familles random. Et vous vous demandez, est-ce qu'ils les butent? Mais bien sûr que non. Non, on va juste les terroriser et c'est pile au millimètre près que hop, on désactive les robots et hop, il n'y a pas de victime. Au millimètre près, hein. Hein, parce qu'on veut pas faire de dose de violence dans les films d'horreur maintenant. Oh là 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 là. Je vais accélérer un petit peu parce que ça m'énerve, je suis déjà à 40 minutes. Putain, ça va être long. Alors, dans la salle de sécurité, en un clic, Mike arrive à désactiver tous les animatroniques. En un clic. Et le pire, c'est que le mec a eu du mal, hein. Il fait ça, tac, 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 tac. Il fait 10 clics par seconde, là, le mec. Je sais pas ce qu'il fait. On dirait qu'il était sur Chatron LED, tu sais. C'est n'importe... Mais je m'étais dit, mais c'est n'importe quoi. Le mec fait clic, clic. Il a le temps de cliquer, là. La désactiver. Êtes-vous sûr? Oui. Êtes-vous vraiment sûr? Putain, mais c'est insupportable, sans déconner, quoi. Donc, je m'étais dit, au moment où il désactive les animatroniques, je m'étais dit, quoi, c'est tout? C'est tout? Ça se termine comme ça? Et après, alors, Puppet reprend possession d'eau, donc je m'étais dit, ah non, c'est pas fini. Mais je m'étais dit, merde, quoi. Et à un moment donné, elle abandonne le corps de Lisa en question. Et elle va prendre possession du corps de Abby. Et putain, le plan où elle sort du lit comme ça, là, avec les yeux. Oh, le plan était cauchemardesque. C'était cauchemardesque. Et Abby avec le maquillage et tout. Oh là, elle était effrayante, hein. Elle m'a fait flipper comme pas possible. Et puis après, à la fin, on a une révélation sur Michael Afton. Et on apprend que ce dernier a décidé de reprendre le rôle de son père. Notamment, je rappelle que dans le jeu, Michael, c'est censé être un gentil. Il a commis la mort de son petit frère, ce qui a causé la morsure de 83. Et à partir de là, il s'en voulait. Il se faisait discret jusqu'à ce qu'il essaie d'enquêter sur ce que son père faisait. Et après, quand il a découvert ce qu'il faisait, il essayait de l'arrêter. Là, non, c'est un mec, il essaie de prendre le flambeau de son père. Il veut poursuivre son œuvre. Putain, mais ils ont définitivement pas compris l'univers des jeux, quoi. C'est incroyable. Après, il y avait une théorie que j'avais vue sur les réseaux et je m'étais dit, c'est peut-être pas faux, qu'en gros, dans ce film, Michael était déjà possédé par Reynard. Donc c'est un animatronique qu'on voit dans Sister Location. Alors, j'aimerais y croire, mais ce serait trop... Ce serait un peu trop tiré par les cheveux, je trouve. Donc le fait que là, Michael soit un méchant, alors que dans les jeux, c'est un gentil, n'importe quoi. C'est clairement n'importe quoi. Et puis aussi, c'est qu'à la toute fin, au moment où tout espoir semblait perdu, tu as les animatronics du premier film qui viennent tuer tous les autres, tous les animatronics toys. Et ils arrivent, mais t'as le main theme et tout, mais je m'étais dit, mais putain, ils sont arrivés en mode Avengers, les gars. Tu regardes la séquence, tu mets le thème Avengers, ça colle. Donc c'était assez what the fuck. Et aussi, c'est que, ils écrasent, ils débrochent et tout. Ça fait un coup de poing et tout. Tu sais, ça fait bon, on se croirait dans un cartoon là. Ah, 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 c'est marrant. Et toute la séquence, ça a duré 10 secondes. Le grand final du film a duré que 10 secondes. Même la séquence finale du premier film était un peu plus cool. Parce qu'au moins, t'avais quand même William Afton qui contrôlait les animatroniques. Donc il y avait quand même quelque chose de un petit peu intéressant quand on compare les deux. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça dure 10 secondes. Mais c'est pas possible. Et après, tu as Michael qui essaie de se barrer. Il se prend un coup de bras. Et t'as le gars qui lui dit, où tu crois aller comme ça, mon pote? Mais putain, mais c'était quoi ce final bâclé? Je suis désolé, le final était bâclé à mes yeux. Hein. Puis après, Mike
prend ses distances avec, Vanessa, pardon, parce que bah, elle arrêtait pas de mentir. Et la dernière scène, on nous montre que quoi, Vanessa est maintenant possédée par Charlotte. Et il y a des gens qui disent que quoi, elle va sûrement être Vanille de Security Breach. Certains, ils vont un peu loin, hein, mais on verra bien ce que ça va être. Alors ici, j'ai pu relever quelques références. Pas tout, mais je vous ai listé une petite liste. Alors tout d'abord, on a la petite peluche de Freddy que Mike trouve. Et ça fait le fameux bruit de Freddy qu'on entend un peu partout, qui fait office de même. Ensuite, on a aussi le fameux jingle de Puppet qu'on entend dans le jeu, l'espèce de mélodie là qui lui permet de rester dans sa boîte. Aussi, je m'y attendais pas, c'est qu'à un moment dans les rêves de Vanessa, quand elle repense à son père, elle va se cacher dans un placard. Et là, on entend un bruit de métal, donc elle s'est retrouvée un animatronique. Et pas n'importe lequel, Circus Baby. Là, je vous raconte pas qu'en tant que fan, j'étais content de voir qu'au quoi Circus Baby existe vraiment. Mais, il y a un mais, je m'étais posé une question. Je m'étais dit, comment Circus Baby peut déjà exister, sachant que dans cet univers-là, il n'y a pas d'Elizabeth Afton. Et on voit que Circus Baby a les yeux bleus, hein, elle n'a pas les yeux verts. Donc c'est un truc où je m'étais dit, c'est assez farfelu. Je peux voir si c'est pas juste du fan service, mais sans de cohérence. Puis après, on a aussi quand même Balloon Boy avec ses fameuses répliques. Hello. Hi. Par contre, le pauvre, il apparaît face à Michael, et en 3 secondes, Michael, il lui arrache la tête, il l'envoie chier. Mais ça, c'est une façon pour dire qu'au quoi Balloon Boy, personne ne l'aime. Ensuite, quand tu as Michael qui prend la petite boîte de musique là pour faire endormir Charlotte, tu regarderas sur la petite l'espèce de mini-figurine dessus, c'est Ballora de Sister Location. Et puis aussi, c'est que tu as la position de Freddy, Winterhead Freddy même, face au bureau, comme ça, comme dans le jeu. Voilà, c'était sympa, des petites références ainsi, ça m'a fait plaisir. On va parler ici de deux dernières choses. Tout d'abord, la scène post-générique, ça m'a envoyé du rêve. Tu as des jeunes qui vont dans la première pizzeria en question pour récupérer des objets et ils ont dit que c'est pour faire une attraction horreur. À ce moment-là, j'avais tout de suite compris ce que ça voulait dire. J'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. Et ce n'est pas terminé parce qu'à la fin, tu en as un des trois qui disent qu'au quoi ils ont trouvé un animatronique réel. Et là, on voit le plan sur l'animatronique. Et vous avez tout de suite compris qu'il s'agit du légendaire Springtrap. Et là, je m'étais dit, là, je suis hypé quand même pour le 3. Même si le 2, j'ai trouvé ça, enfin, je vais vous donner mon avis après. Même si le 2 était on va dire ça comme ça. Mais le 3, je suis hypé. Parce que dans le jeu FNAF 3, j'aime beaucoup l'atmosphère. Fazbear Fright, l'attraction horreur sur ce qui s'est passé sur les pizzerias. Ça, j'adore. Et voir ça en live action, j'ai très très hâte. Malheureusement, il faudra peut-être attendre 2 ans pour le voir. Mais en bref, quoi, le plan où on voit Springtrap, oh, la claque, je m'étais dit, vivement 2027. Vivement 2027 que je vois enfin mon petit préféré. Parce que j'ai 3 préférés. Springtrap, qui d'autre encore? Winterhead Freddy et Toy Freddy. Voilà. J'ai quand même vu mes 2 préférés, mais mon number one, faudra que j'attende encore 2 ans pour le voir. Et aussi, je vais vous mettre un petit truc audio. C'est qu'en fait, à la fin des génériques, on a un message caché concernant Henry et Emily qui dit soi-disant qu'il n'avait pas tout dit à Mag à propos de Charlotte. Mais d'ailleurs, je vais vous mettre cet extrait-là. Début dans 3, 2, 1. Ce message est un avertissement. Mike, j'aurais aimé qu'on ait plus de temps après notre conversation sur Charlotte. Je vous envoie ce message maintenant au cas où je ne pourrais pas vous le transmettre en personne. Il y a des choses que vous devez savoir. J'ai été l'associé de William Afton pendant de nombreuses années. Et même si le matériel qu'il me reste de cette époque est un peu dépassé, je peux encore localiser certains animatroniques. Mike, la marionnette,
Sortez de là tout de suite. Elle vient vous chercher. Bref, voilà, donc, on va terminer ceci, parce que la réaction à chaud, elle a duré assez longtemps. Alors, pour conclure, FNAF 2... En vrai, j'ai le cul entre deux chaises. Parce que il proposait des choses assez intéressantes. Il y a un peu plus de volonté que dans le premier, ça c'est sûr. Parce que là, on parle de FNAF 2. C'est un jeu qui propose un peu plus de personnages, un peu plus de contenu. Mais le problème, c'est que, comme j'ai dit, il y a pas mal de moments où il y a des incohérences, des personnages qui font n'importe quoi et tout. Donc j'ai envie de vous dire que... Je vais pas dire que j'ai surkiffé, parce que beaucoup de gens le disent, et ça me débecte. Que des gens ont dit « Ah, il suffit juste des designs animatroniques et des références, hop, le film est excellent !» Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne pour ma part. Il faut un scénario, il faut s'attacher au personnage et tout le touti. Et il faut avoir de la bande-son et tout ça. Et il y a plus de la moitié ici qui ne marche pas. Donc voilà, donc ceux qui disent qu'au quoi le film est excellent, là, je dirais pas du tout ça. Hein. Je ne serais pas de cet avis-là. Et je ne dirais pas non plus que le film est totalement merdique. Non, il n'est pas merdique à mes yeux. Juste qu'il propose des choses. Il y avait des choses qui étaient, ma foi, pas trop mal. Quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Et je m'étais dit, ils ont voulu faire quelque chose. On sait qu'ils ont voulu caresser les fans avec ce film. On le voit, ils ont voulu avoir l'attention des fans. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais sinon, voilà quoi. En gros, je ne déteste pas le film, mais je ne l'aime pas non plus. Voilà, j'ai le cul entre deux chaises. Je ne sais pas où me placer sur ce film. Par contre, ceux qui me disent, et ça c'est ce que j'ai vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux et que je voulais en revenir, ceux qui disent, si t'as pas aimé le film, c'est que t'es pas un vrai fan de FNAF, vous je vous encule. Vous je vous encule parce que j'ai pas attendu d'avoir votre avis pour faire mon avis sur ce film là. FNAF, je l'ai découvert car le premier film a été annoncé, j'ai eu le temps de découvrir tous les jeux via YouTube, j'ai eu le temps d'apprendre l'histoire, connaître chaque personnage, donc si, je connais assez bien FNAF. Et c'était une histoire assez tragique. Alors que là, les deux films qu'on a, pour moi, c'est pas des histoires tragiques. C'est juste une histoire où on survole, on ne fait pas grand-chose. Voilà. Donc ceux qui disent que je n'aime pas FNAF, c'est que tu me connais pas. Tu me connais pas du tout. Bref, voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire. Donc dites-moi en commentaire si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et moi, je vais m'arrêter là. J'espère à tous que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'active mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.